Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Donnez de ces nouvelles, votre émission Question d'actu. Et aujourd'hui, trois sujets partis toujours au Congo sur notre question d'actu. Avant tout, continuer les dialogues. Il faut parler des dialogues parce qu'il y en a eu un déjà à Sibiti, que vous connaissez début juillet, et un autre du côté de Brazzaville, à Diata, fin du mois de juillet. Il faut se dire que le Congo aujourd'hui est un pays qui se retrouve avec une situation politique dont on n'a pas la maîtrise, dont on ne connaît pas vraiment l'issue, d'autant plus qu'au mois de juillet, le 13 juillet précisément, s'ouvrait du côté de Sibiti un dialogue dit national inclusif, boudé par l'opposition, qui à son tour va convoquer son dialogue dit alternatif à la fin du mois de juillet afin de répondre aux conclusions de Sibiti. Nous analyserons ces conclusions de Diata, cet appel de Diata, pour savoir quel peut être son intérêt et surtout comment est-ce que la majorité présidentielle et le président de la République lui-même recevront en fait ces conclusions. Bien avant que je puisse vous présenter mes invités, je vais déjà vous faire profiter de cette chronique devenue habituelle de M. Arsène Aristide Poitiers, qui nous a proposé une réflexion dans le cadre de notre sujet aujourd'hui, du dialogue aux opinions assumées. Arsène Aristide Poitiers, de l'alter-dialogue, qu'est-ce à dire? Deux conclaves pour un Congo. On a vu Sibiti et Brazzaville. L'un prône le changement de la Constitution, l'autre de son maintien avec un appel à plus de transparence et de collégialité. Deux Congos qui parlent sans s'écouter. Un monologue familial, M. Mokoso. Il s'y est de signaler l'intention de Sibiti qui se voulait nationale avant de réveiller le démon du droit de veto sur l'ordre du jour. L'autre est devenu à cet effet alternatif avec son lot de propositions à consolider son satisfait par l'invite des pseudo-dissidents de la majorité présidentielle dont les opinions juxtaposées ne peuvent s'interréagir. Alors, à quoi faites-vous allusion exactement, Arsène Aristide Poitiers? Nous en reparlerons, M. Makoso. Car une escale en Éthiopie s'impose en ce temps de turbulence, puisque un discours prononcé par Obama a bousculé plus d'un dignitaire en fin de mandat. De Brazzaville à Kinshasa jusqu'à Bujumbura, en passant par Libreville. Prenons-en un extrait. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand des dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. Douralex et Sedlex, et personne n'est au-dessus, même pas les présidents, disait Obama. Nous avons entendu à cet effet des réponses plus farfelues les unes après les autres. Pour certains, il faut tenir compte de la spécificité africaine. D'autres nous ont dit « Nous avons la chance d'avoir un homme d'exception », dixit les partisans de la mouvance présidentielle congolaise. Le comble, M. Makoso, était de voir des éminents ministres qui persistent à trouver dans les interventions tant d'Hollande que d'Obama la main noire du colon blanc toujours directif. De ces réponses, Arsène Poitiers, fallacieuses, quelle réaction finalement faut-il avoir? Eh bien, commençons par la première thèse. La première thèse, c'est la mise en cause des postulats régissant notre démocratie. Pour aller jusqu'au bout de leur idée, il fallait s'abstenir à cet effet de copier le code pénal des colons, ni moins encore son code civil, et encore son code du travail. Où est l'esquisse dans cette farce démocratique de démocratie inculturée? Ni plus, nous apporter aussi la preuve que la justice, l'égalité, la liberté avaient ou devaient avoir une spécificité africaine. C'est alors que cette citation de Blaise Pascal trouve son sens. L'envie d'avoir de l'esprit, le besoin de s'en faire entendre et l'embarras de n'avoir rien à dire sont trois choses qui rendent ridicule l'être le plus important. Et de là, le Premier ministre béninois d'enchérir. Il n'était pas donneur de leçons, il mit pour Obama. C'est juste un président américain qui affirme des valeurs de démocrate. Et finalement, dans toutes ces démocraties africaines, on parle toujours des hommes d'exception, de l'homme d'exception. Que peut-on en dire finalement? Eh bien, nous l'avons entendu des partisans du Parti congolais du travail. Vous avez dit homme d'exception. Alors ma question est, qui est l'homme d'exception? Sassou ou Abdou Diouf? Sassou ou Nelson Mandela? Triez vous-même de ce lot ceux qui ont compris qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Je peux concevoir à cet effet le fanatisme primaire,
Mais il serait plus judicieux que celui-ci se laisse accompagner par un peu d'opprobre et de clairvoyance. Par rapport à cette clairvoyance Arsène Poitiers, de l'interdialogue, qu'est-ce qu'on peut dire, ce fameux dialogue de Diatta? Eh bien, en approuvant le courage de ces organisations politiques qui, par leur engagement, ont initié une réconciliation du politique avec le peuple, force est d'exprimer mes réticences et le contraste philosophique qui traîne encore les différents cadres et leaders de cette alliance de circonstances. Si j'applaudis l'action de Claudine Mounari, la seule femme leader qui s'est affranchie en transcrivant enfin l'expression de ses électeurs, il n'en est moins vrai que son attitude me laisse perplexe. De la même manière que je respecte l'attitude de Guy Parfait Kolela, qui traduit enfin les aspirations et l'attitude qu'aurait prise en son temps son défunt père, Bernard Kolela. Seulement, sa profession de foi ne produit pas les effets escomptés puisqu'il ne concorde pas avec la conviction d'aller vers la sauvegarde de notre mère Constitution. Que de Mounari ou de Kolela, le parfait, personne n'a traduit en acte la théorie révolutionnaire élaborée par une démission de leur fonction ministérielle. Ne dit-on pas qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? Or, ils ont parlé. Mieux encore, soyons léninistes, il n'y a pas de théorie révolutionnaire sans pratique révolutionnaire. Et pourtant, dans tout ça, il y a un organisme qui est le FROCAD. Comment se situe-t-il dans cet environnement politique qu'on l'est aujourd'hui? Eh bien, c'est là le message. C'est là on voit que le message du FROCAD laisse, malgré cette témérité démontrée, entreapercevoir une pensée arc-en-ciel. Et là, je dis, lorsque c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Le FROCAD devrait exiger de ses ouvriers de la dernière heure de donner un sens à leurs paroles. Le temps est aussi venu de s'interroger sur le silence, M. Makosso, de nos institutions, dont mandat est de veiller au respect des lois et de prévenir les transgressions exprimées ou non exprimées. À quoi pensez-vous exactement? Eh bien, M. Makosso, à la Cour constitutionnelle par exemple, qui s'est cachée derrière son droit de réserve, alors qu'elle devait nous livrer une interprétation objective de la loi et rappeler la consubstantialité des principes, liberté, justice et égalité. Les sages de la République ont perdu leur latin au profit du confort. Du Sénat, voilà encore une chambre qui devait préserver et veiller aux intérêts du peuple. Celle-ci s'est enfermée à double tour en faisant semblant d'être sourd, brandissant la raison de l'âge, trop vieux pour lutter. Et enfin, l'Assemblée nationale, née du peuple, rien que par lui, pour amender, proposer, contrôler et contrecarrer toute dérive et violation des règles de la République, ont aussi choisi d'être des fonctionnaires sacrés, payés par le peuple à ne rien faire, rien voir, ni rien entendre. Et c'est là qu'ils oublient, ces messieurs, que lorsque la justice tarde à venir, c'est qu'elle est allée au loin chercher un bâton flexible pour mieux châtier ses adversaires, écrivait Amadou Ampateba dans son livre « Étrange destin de Vangrin ». Arsène Poitiers, on vous a entendu, vous avez énuméré les difficultés aujourd'hui auxquelles le pays est confronté, vous avez parlé de ces institutions politiques qui existent mais qui sont en panne. Or, il existe une institution aujourd'hui qui fonctionne, c'est la présidence de la République. Globalement, que peut-on faire maintenant qu'on est là avec deux dialogues, sinon deux monologues? Eh bien, deux Congos s'affrontent, deux courants se disputent le concept de démocratie. Nous avons vu, et vous l'avez dit, avec toutes nos institutions, une seule fonctionne, la présidence de la République. Que doit-elle faire? Que peut-on lui conseiller? Déjà nous, et même sa propre conscience. Quelle idée a-t-il, lui, homme élu du peuple? Qui doit-il écouter? C'est Renard, puisqu'il est en ce moment le corbeau qui tient à son bec le fromage nommé démocratie. Il ne lui reste plus que deux choix, M. Makosso. Retarder l'échéance en acceptant de rayer son nom de la litanie des Républicains, ou se soumettre à ses serments et se convaincre que Vox Populi, Vox Dei. Je termine en disant quid quidillate appare vite. Effectivement, cette maxime latine un peu mystérieuse peut prêter à confusion, mais enfin, il voulait tout simplement dire tout ce qui se cache
apparaîtra. Merci Arsène Poitier. Voilà, on vient comme ça, mesdames, messieurs, de lancer cette émission. Bien avant que nous allons dans le vif du sujet, je vais vous présenter mes invités. D'abord une dame, on a maintenant la chance aujourd'hui d'avoir des dames qui viennent parler à ces hommes. Gertrude Manalou-Kumba, vous êtes donc membre du comité d'action, même coordonnatrice du comité d'action. Vous me direz qu'est-ce que c'est le comité d'action. Donc à l'extrême droite, de l'autre côté, M. Abdulaziz Maïga, secrétaire général adjoint du CRAC. Nous dirons, on présente le CRAC puisqu'on vous a déjà vu ici, dans d'autres circonstances, nous présenter ce parti. Et enfin, Abraham Korch-Bozolo, donc vous êtes membre du PCT, mais vous n'êtes pas ici au titre de votre parti, mais à votre titre personnel, en tant que citoyen, pour parler en fait de cette actualité liée au Congo. Alors, Gertrude Manalou-Kumba, merci d'avoir répondu à cette invitation. On a rarement des femmes ici. On a eu Sanelita Batamba il y a 15 jours, nous l'avons aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Vous avez entendu Arsène Poitier, globalement. Quelle analyse faites-vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme commentaire? Merci Sir Marcoso et merci Zana TV. Au pied levé, donc je suis arrivée. Vous savez que je reviens directement. C'est vrai. Je reviens directement des vacances. Je vous ai dit sur la route des vacances. Donc, tout à fait. Et donc là, je viens directement ici. Alors, comment dire le chroniqueur, je pense qu'a posé les jalons. Hein, le chroniqueur a réellement posé les jalons. Et parmi les mentions qui ont été les siens, et comment dire, je reconnais également mes propres pensées. Effectivement, il y a eu des dialogues au pays. On aurait pu éviter ce genre de dialogue si justement la seule institution qui fonctionne en ce moment, comment ne s'entêtait pas dans ses prérogatives. Justement. Voilà. Donc, pour ramasser un peu le contenu du chroniqueur et qui adhère complètement à mon adéquation, je suis sûre que les Congolais vont se surpasser pour essayer de donner la priorité au Congo. Voilà, la priorité au Congo. Korch-Bozolo, c'est aussi ce que vous entrevoyez, puisque on voit très bien que des choses bougent au Congo et pourtant. Pas grand monde ne veut prendre le risque de pouvoir bouger avec. Oui, d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Ce que j'ai retenu sur ce qu'a dit M. Arsène Poitier, deux Congos s'affrontent. J'ai mis un point d'interrogation. Je me demande si réellement deux Congos s'affrontaient. Pour moi, c'est pas. Non, on ne s'affronte pas. On est en train de vouloir régler certains problèmes qui est en train de vouloir arrêter ce pays-là qui est déjà en marche. Donc deux Congos s'affrontent. Non, je pense qu'on ne s'affronte pas. Mais deux Congos qui ne se parlent pas non plus. Qui ne se parlent pas. Puisqu'on parle d'un monologue d'un côté, un monologue de l'autre. Bon, après, monologue d'un côté alternatif, dialogue alternatif, oui. D'un côté, c'est vrai que les mots ont un sens. Abdulaziz Maïga, du côté du CRAC, vous avez entendu Arsène Aristide Poitier. Alors un commentaire avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Un petit commentaire, c'est que moi je pense qu'il y a vraiment deux Congos qui s'affrontent. Parce qu'il y a deux pensées et que chacun reste inaudible, enfin, chacun reste dans son coin. Il y en a donc ceux de Diatta qui ont repris des éléments du droit, des éléments de la Constitution, pour pouvoir mettre en avant ce qu'ils défendaient, et les autres mettre des éléments fallacieux. Donc oui, c'est deux Congos qui s'affrontent, c'est deux façons de voir les choses différentes. Voilà. Je juste ajouter un truc, de dire que dire encore que deux Congos, non, pourquoi? Parce que je pense que le Congo est un et indivisible. Le Congo, est indivisible, c'est ce que nous allons explorer ici. Alors messieurs, il faut quand même se rendre à l'évidence que courant le mois de juillet, le Congo Brazzaville a connu deux moments politiques importants organisés par des courants politiques opposés. D'un côté, la majorité présidentielle et ses alliés, de l'autre côté, l'opposition dite radicale et les frondeurs de la majorité présidentielle. Est-ce que ces deux dialogues ont leur place, notamment dans cet avenir du Congo qu'on veut bâtir? Que doit-on retenir déjà, Gertrude Manalou? Vous connaissez plus ou moins les organisateurs de ce dialogue alternatif. Quel est son intérêt
aujourd'hui, alors qu'on sortait d'un autre dialogue bien avant, CBT, soit 15 jours avant. Bien, je vais caricaturer cela, comment dire, en vous donnant un exemple. Lorsqu'un voleur vient chez vous, dans votre maison, vous le surprenez, qu'allez-vous faire? Quelle sera votre attitude? Allez-vous laisser le voleur voler ou allez-vous, comment dire, vous opposer à cela et vous défendre? C'est la question que je vais me poser en ce moment. Je caricature pour essayer de voir ce qui s'est passé entre le premier dialogue du 13 au 17 et le dernier dialogue de la fin du mois. Alors, je pense que l'opposition dite radicale, bon, c'est encore un terme que j'aime pas trop, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est radical. C'est pas nous qui l'avons inventé, ce C'est une terme-là. opposition, point Oui. barre, qui exerce sa fonction d'opposant. Alors, l'opposition a demandé par le passé un dialogue. Vous vous souvenez quand même, M. Sirmakosso, pendant longtemps, à travers même... Mais vous l'avez obtenu, ce dialogue. Mais justement, ce n'est pas dans les normes. Nous avons demandé, en fait, quand je dis nous, l'opposition interne, en passerelle avec, comment dire, les étrangers, en fait, les opposants de l'étranger, qu'on appelle abusivement diaspora. Bon, là encore, c'est un autre débat. Nous avons travaillé en passerelle pour pouvoir demander les états généraux de la nation qui n'est autre qu'un dialogue. On est d'accord? À travers tout le délabrement de l'État, nous nous sommes dit, il faut qu'on s'asseye. Mais M. Sassou Nguesso a toujours fait la sourde oreille. On est d'accord? Donc, les critères et les normes n'ont jamais été respectés. C'est pour cette raison, nous pensons qu'il n'est pas possible de continuer à regarder dans le sens de M. le Président Sassou Nguesso qu'il faille faire autrement. Voilà. Alors, faire autrement, donc il fallait repartir sur un nouveau dialogue, avec des conclusions plus ou moins appelées l'appel Budiata. Comment on va les concilier finalement avec ceux qui sont aujourd'hui en train d'organiser cette nouvelle donne politique congolaise? Non, M. Sirmakosso, je pense qu'on ne s'est pas mis d'accord. Allez-y. Dès le départ, nous avons demandé à M. Sassou Nguesso d'accorder à la République un véritable dialogue à travers les États généraux de la nation. On est d'accord? C'était un dialogue, on devait s'asseoir, avec des critères bien définis. Mais ça, j'ai bien compris, mais le dialogue, le deuxième dialogue finalement, alternatif, à quoi sert-il aujourd'hui? Mais tout simplement parce que c'est pas pour tirer la couverture du côté des opposants que vous appelez l'opposition radicale. Enfin, c'est pas moi qui les appelle l'opposition radicale, Alors, puisque c'est une appellation qui est quasiment officielle au Congo. Donc, alors c'est l'opposition, une- la vraie, Oui, oui. a pensé qu'il fallait se baser sur notre constitution. On est d'accord? Donc, les consultations et le dialogue qu'a proposé M. Sassou Nguesso n'a rien à voir avec les bases législatives de notre constitution. L'opposition demande quoi? L'opposition demande un dialogue qui se baserait essentiellement sur la gouvernance électorale. Point barre. Or, qu'est-ce qu'on nous a servi? On nous a L'indépendance servi autre électorale chose. était au menu du dialogue de CBT. Ah oui, mais bon, il n'y avait pas que cela. Oui. Il y avait exactement un autre point sur la Constitution, l'évolution Des institutions. des institutions, bon, qui est masquée par le changement de l'ordre constitutionnel. Voilà. Donc on pense que c'est une forme de violation de la Constitution. Il n'y a aucune disposition, et aucune disposition n'existe dans, dans la Constitution qui demande au chef de l'État de demander un dialogue. Aucune disposition n'existe. Donc nous pensons que là encore, c'est une forme de violation de la Constitution. Voilà, on parle de violation de la Constitution, on parle du dialogue, messieurs, je ne sais pas, vous prenez la parole à tour de rôle hein, pour continuer à alimenter en fait ces échanges. Abdelaziz Maïga, je vois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, mais moi ce que je voulais dire, c'est que quand je prends par exemple l'appel de Diatta et que je le mets en parallèle avec l'histoire de notre pays, il y a un opposant en 1997 qui s'appelait Denis Sassou Nguesso et qui avait fait une déclaration à peu près semblable à celle de l'appel de Diatta. Et il disait qu'il exigeait le respect de la Constitution. À l'époque, le président, c'était Pascal Lissouba. Il disait que pour lui, je crois que le respect de la parole donnée, c'était quelque chose de cardinal.
et qu'il n'accepterait pas. Il appelait tous les démocrates à venir se battre pour que cette constitution ne soit pas violée. Donc tout ce que je voudrais dire à M. Denis Sassou Nguesso, c'est que cet appel de 97, ceux de Diatta l'ont écouté aujourd'hui. Alors, ils l'ont écouté, et quitte à ce qu'il demande un autre dialogue, qu'il fasse un deuxième dialogue, alors finalement. C'est un peu dans cet esprit que vous voulez. Non, ce que je veux dire, c'est que l'appel qui a été lancé en 97, c'était pour exiger le respect de la Constitution, pas pour exiger un dialogue. Aujourd'hui, ce monsieur Denis Sassou Nguesso, qui à une certaine époque exigeait le respect de la Constitution, il appelait même ce qui allait se faire, c'était un viol de la Constitution, enfin un coup d'État constitutionnel, qui n'oublie pas cet appel qu'il avait fait à cette époque et qui se rendent compte que ceux qui sont aujourd'hui, même ceux qui sont du gouvernement qui s'appellent frondeurs, ben moi je ne les appellerai pas frondeurs parce qu'au vu du discours de cette époque, ce sont les seuls même à être sur la ligne droite de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà. Porche Zolo, je sais que vous n'êtes pas là pour parler du PCT, mais enfin, on entend très bien, même si vous êtes membre du PCT, on entend très bien qu'aujourd'hui, la balle est renvoyée du côté de la majorité présidentielle qui n'a pas su saisir au bon toutes les propositions en fait, faites par l'opposition afin de permettre à ce qu'on n'ait pas deux Congos qui s'affrontent, puisque Arsène Poitiers, vous l'avez entendu, Abdelaziz Maïga continue à dire que deux Congos s'affrontent en ce moment. Oui, deux Congos s'affrontent en ce moment. Pour moi, deux Congos ne s'affrontent pas. Je pense que dans chaque chose, il y a des solutions. Chaque chose, il y a des solutions. Et parlons de la Constitution. C'est vrai, je suis sur le point où je pourrais être d'accord avec mes compatriotes qui sont sur le plateau, c'est le respect de l'ordre constitutionnel. Le respect de l'ordre constitutionnel. Mais le respect de l'ordre constitutionnel pour ne plus accéder au troisième mandat de Denis Sassou Nguesso, ça je l'ai toujours dit haut et fort, même dans le parti. Et même dans le PCT, je vous apprends qu'il y a des cadres qui s'opposent. D'accord. Il y a des cadres dans le PCT qui s'opposent à ce changement de constitution. Maintenant, respecter la constitution, je pense que l'histoire du Congo, oui. Je pense que depuis qu'on a eu des constitutions au Congo, je pense que tous les présidents ou tous les gouvernements qui sont passés n'ont jamais respecté de A à Z notre constitution. Alors, bien avant qu'on rentre, moi ce qui est intéressant, c'est juste de bien comprendre, est-ce que pour vous le dialogue alternatif tel que j'entends ici est un signe de respect de cette constitution? Alors, le dialogue alternatif, je ne vois pas, déjà je ne vois pas, ça si je parle à mon titre personnel, je ne vois pas l'importance, je ne vois pas pourquoi ce dialogue a été convoqué au moment où la Constitution ne le permet pas. Je ne vois pas pourquoi un dialogue a été convoqué. Le premier ou le deuxième? Que ce soit le premier ou le deuxième. Que ce soit le premier. Que ce soit aucun sens. Que ce soit le dialogue de l'opposition, parce que l'opposition aujourd'hui est en train de reproduire enfin, ils sont en train de défendre la Constitution. Donc eux-mêmes, ils tombent dans le même piège, ne respectant pas cette Constitution-là en organisant un dialogue. Enfin, alors c'était quand même bizarre, je ne sais pas, les anecdotes, c'est qu'on organise un dialogue pour résoudre la Constitution, mais qui elle-même n'est pas dans la Constitution. Ma compatriote l'a dit tout à l'heure que cette Constitution ne permet pas au président d'organiser un dialogue. Si ça ne permet pas au président, ça ne permet pas aussi à un individu d'organiser un dialogue. Après, ça n'interdit pas, ça ne nous interdit pas de parler, ça ne nous interdit pas de se retrouver s'il y a un petit problème, mais d'organiser un dialogue pour vouloir changer ou d'organiser un dialogue pour ne pas vouloir changer cette constitution. Il n'y a aucun article qui nous permet de faire cela. Alors on reste dans les embryos. Je comprends très bien, Arsène Poitiers, je ne sais pas, vous voulez dire quelque chose? Oui, mais après tout ce qui peut être des prérogatives du chef de l'État, de vouloir rassembler sa population pour entendre sur des questions brûlantes de la nation, il a le droit, mais c'est peut-être que constitutionnel, dans ce qu'on appelle une démocratie participative, de demander au moins que tous les Congolais se réunissent pour répondre à une question qui taraude un peu la conscience des intellectuels ou encore de la société civile. Ça, je peux encore l'accorder. Par ailleurs, c'est ce qui pose problème, je crois, c'est que appeler à un dialogue et chercher
ce qu'on appelle opposer en amont à une question prioritaire de constitutionnalité de ce dialogue, oui ou non, est une chose. Mais la deuxième, ce qui me préoccupe moi, c'est de dire, c'est la mainmise, ce que j'ai appelé moi le droit de veto, en fait, non seulement du président de la République aussi, mais de la mouvance présidentielle, donc du premier parti de la mouvance présidentielle, qui a en fait défini l'entonnoir, donc qui a rétréci l'espace du débat. C'est ce qui pose problème, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les deux Congos que vous refutez, qui ne s'affrontent pas, mais bon, maintenant dans la définition de l'affrontement, on pourra toujours discuter, mais on se rend compte qu'il y a deux divergences, donc deux courants. Donc dans ces deux courants, ça veut dire qu'il y a deux Congos qui sont là, les uns et les autres, à vouloir dire, voilà, si vous voulez qu'on parle, de quoi allons-nous parler? Mais si on veut qu'on parle, il faudra qu'il n'y ait plus de freins. Il faut laisser la parole libre, les débats libres, pour que chacun entende et donne sa version des faits et sa vision même de la démocratie. Je crois que le grand problème du Congo, c'est le fait que le chef de l'État et le parti de la mouvance présidentielle aient soutenu le rétrécissement de l'ordre du jour de ces 10 dialogues, aussi bien, on va dire... Alors, vous parlez de rétrécissement, mais je vais juste revenir sur Diatta, c'est qu'il n'y a eu aussi que 2 points à l'ordre du jour. Oui. La gouvernance électorale et le respect de l'ordre constitutionnel, le changement de la Constitution. Mais après, M. Makosso, on peut aussi être pour ou contre le président de la République. Il faut quand même aussi revenir sur 2 choses. Le président, on peut aujourd'hui débattre sur l'ordre du jour du dialogue. Mais il faut aussi que le deuxième point pose quand même question. Parce qu'à ce jour, le président de la République n'a pas dit qu'il s'engageait à un troisième mandat. À ce jour. C'est-à-dire que tel qu'on est là, on n'a pas vu le chef de l'État lui-même de son propre gré. Je le dis encore, moi j'admets que les partisans du chef de l'État puissent pousser le chef d'État se présenter à un troisième mandat, mais à ce jour, on n'a pas encore vu, bien qu'on peut le suspecter, mais n'allons pas jusqu'à ce procès d'intention, mais on n'a pas encore vu le chef de l'État dire qu'il se présentait à un troisième mandat, qu'il était candidat à un troisième mandat. Allez-y, vous prenez la parole quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Tu as tout à fait raison, mais en fait, c'est pour ça que dans l'ordre du jour de Diatta, on parlait plutôt de la gouvernance électorale. Oui. Donc ça, par contre, ça pose un problème. Oui, là je suis d'accord. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et moi, je pense aussi pourquoi il y a eu aussi un dialogue alternatif. C'est que, sorti du dialogue de CBT, il y avait un mot, le mot que je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de le découvrir, c'est le mot consensus. Alors, tous, c'était, on a eu le consensus. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ça devait être une réponse au communiqué de l'Élysée, qui disait qu'il faudrait un consensus pour pouvoir faire évoluer les institutions. Donc le dialogue de Diatta, c'était une façon pour les Congolais qui n'étaient pas d'accord de montrer qu'il n'y a pas consensus. Il n'y avait pas consensus. D'accord. Donc, alors, je suis tout à fait qu'on est toujours en absence de consensus jusqu'à maintenant. Je suis tout à fait d'accord. Donc, l'intérêt, finalement, si je comprends bien, l'intérêt de ce dialogue alternatif, en fait, c'est juste de démontrer, de faire la démonstration, ou la preuve selon laquelle il n'y a pas de consensus au Congo. Alors, s'il n'y a pas de consensus, on fait quoi? Justement, M. Sir Makosso, comment dire, la réponse à droite a été bien donnée par mon confrère qui est en face de moi. Abdoulaziz Maïga, oui. Abdoulaziz, qui a, comment dire, correctement répondu. Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un voleur qui rentre chez vous. Vous faites quoi? Il y a quand même une défense légitime. Alors la défense légitime, c'était de faire comprendre, comment dire, à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a pas eu du tout consensus. Le dialogue de CBT, qui, à mon sens, a été réellement un monologue, je l'expliquerai si vous le souhaitez, si j'ai un peu de temps, qui a été réellement un monologue, ne peut pas faire figure de proue pour montrer aux yeux des gens que effectivement le président Sassou Nguesso a réussi de réunir les Congolais. Il n'y avait pas du tout consensus et malheureusement ce terme consensus a été mal utilisé par les dialogueurs de CBT. Monsieur le président Hollande n'a jamais voulu dire consensus, c'est faire ce dialogue de CBT. Consensus comment? Réunir tous les ressortissants du Congo ensemble pour parler ensemble et décider ensemble. Et ça n'a pas eu lieu. Et donc, Diatta, que j'ai soutenu et que je soutiens également, même si, comme je venais de le dire, le dialogue en fin de course
n'a pas été permis dans notre Constitution, mais ils l'ont fait pour se défendre, pour montrer aux yeux de l'opinion internationale qu'il n'y a pas eu consensus, tout simplement. Finalement, alors, il y a quelque chose. Oui, il n'y a pas eu consensus. Donc, si je comprends bien, le dialogue alternatif, c'était pour prouver à l'opinion internationale qu'il n'y a pas eu consensus. Voilà, alors, tout simplement. Sur le message du président de la République, qu'est-ce que j'ai retenu? Il dit, est-ce qu'il faut-il faire évoluer les institutions de notre pays? Si non, pourquoi? Si oui, comment allons-nous le faire? Et quelque part, je crois qu'il a eu à dire, s'il y a consensus, c'est là où il dit, s'il y a consensus, ils verront comment faire évoluer. S'il n'y a pas consensus, le peuple souverain, sera le dernier à trancher. Le dernier à trancher. Oui. Donc si madame me dit que le dialogue alternatif était pour démontrer qu'il n'y a pas eu consensus, c'est comme si vous concevez qu'il y ait référendum. Oh non, pas du tout. Alors, pas du tout. C'est le problème, c'est la logique. Non, justement. Non, pas du tout. Non, vous êtes en train de vouloir orienter dans un mauvais sens mes propos. Pas du tout. Non. Tout simplement parce que, les dialogueurs de CBT ont voulu prendre le mot consensus en bon pour dire qu'effectivement, il y a consensus, donc on peut faire ce qu'on peut faire. Non, on a voulu justement, en faisant un autre dialogue, démontrer qu'il n'y a pas eu accord. En fait, consensus, c'est ça. Il n'y a pas eu accord de tous les Congolais. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, par ce biais, si le président Sassou Nguesso venait à dire que là, on va aller au référendum, là encore, je vais vous dire que dans la Constitution, aucune disposition ne permet à un président en fin de mandat non seulement de convoquer un dialogue, de demander le référendum à son peuple. Pourquoi? Il est en fin de mandat. Monsieur, est-ce que lorsqu'on est en train de jouer un match de football et 30 minutes après, on vous mène 3-0, vous dites non, il faut qu'on recule un peu? On ne change jamais les règles en fin de match. Il faut respecter. On parle aux prolongations. Oui, après les prolongations. Et là, on joue les prolongations, finalement. On sent très bien, oui. On ne change jamais les règles du jeu en fin de match. Jamais. Abdulaziz Maïga, allez-y. Il disait, nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Même pas le président. Donc à partir de là, son référendum, je veux bien qu'il le sort de quel chapeau? La Constitution ne lui permet pas d'en faire, pour les raisons qu'il évoque. Donc, vu qu'il n'est pas au-dessus de la loi, il n'a qu'à aller jusqu'au bout de mandat, nous faire une bonne gouvernance électorale et aller se reposer. Il a son compte Chaoyo. Moi, je suis tout à fait d'accord. Nul n'est au-dessus de la loi. Je reviens sur ce que Arsène Poitier a dit. À ce qu'il sache, à ce que je sache moi aussi, le président Sassou, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais dit qu'il sera candidat à sa propre succession. Oui. À ce que je sache. Moi, c'est qui est surprenant. Il sera candidat à sa propre succession. Oui. Alors, peut-être on est en train de se bousculer pour rien, et même la Cour constitutionnelle, qui est habilitée ne dit rien. Ne dit rien, n'a encore rien dit. Alors, moi, je veux juste revenir peut-être à des surprises. Oui. Peut-être que si M. Sassou demande un référendum et que même si ce président a été nommé par lui, mais si ce monsieur dit le droit, peut-être que la Cour constitutionnelle interdira ce référendum ou ne validera pas ce référendum-là. Donc, on va juste attendons avancer. De voir les choses, comment les choses Rien nous empêche d'en débattre. Oui, mais c'est pour ça qu'on en débat ici. On va juste avancer. Alors, il faut faire des procès d'intention aussi. Il faut quand même dire une chose. Dans les conclusions, par exemple, de CBT, il y a un point qui aujourd'hui fait débat, c'est celui du mandat de 5 ans, sans limitation quelconque. Ça fait partie des conclusions. Du côté du Diata, l'appel du Diata, est-ce que vous pouvez quand même nous dire deux, trois trucs sur qu'est-ce qu'on va retenir, ce qu'on propose du côté du Diata? Monsieur Siermarcoso, c'est simple. Oui. Du côté de Diata, il y a eu 2 points à l'ordre du jour. Vous les connaissez. Il y a eu 2 seuls points, la gouvernance électorale et le respect de l'ordre constitutionnel. On lit le droit, d'accord? Tout simplement parce que, au point où nous en sommes, là, il n'est pas donné à l'actuel chef de l'État de changer quoi que ce soit.
il ne lui est pas donné ni de convoquer un dialogue, je vais me répéter, ni de faire quoi que ce soit. Il lui est donné d'attendre tranquillement 2016, le 12 août 2016, à 14h30, s'il vous plaît, de s'en aller. Évidemment, si c'est possible, d'avoir préparé les élections futures, d'avoir préparé, les conditions adéquates pour le futur président. Encore faut-il qu'il le fasse. Et je tiens à vous faire remarquer que le président de la République, il a le devoir de convoquer ces élections 30 jours avant, au minima, ou 40 jours avant son départ. Donc il a tout intérêt à se dépêcher. Là, je suis en train de voir, il est en train de jouer la montre. Donc ces fameuses prolongations dont Il a encore le temps. Je sais que la seule chose que le président Sassou a affirmé, il a bien affirmé qu'il y aura bien élection présidentielle en 2016. Il a bien affirmé. Sans parler du président Sassou, moi ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne très bien, parce que jusque-là, moi j'ai compris que l'intérêt de ce dialogue, c'était de prouver qu'il n'y a pas de consensus. Alors une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on attend. Oui, allez-y, je ne sais pas. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Une fois qu'on a dit ça, on demande à M. Sassou Nguesso de revenir au meilleur sentiment, de mettre les cartes sur table et de faire ce qu'il faut faire. Qu'il oublie Sibiti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais bien entendu, Sibiti pour nous ça n'existe pas. Ça c'était de la provocation. Anticonstitutionnel. Surtout que c'est anticonstitutionnel. Il viole. Et de toute façon, il n'a pas arrêté de violer sa propre constitution. Si j'ai le temps, si vous m'accordez un peu de temps, je vais vous égrener tous les articles qu'il a violés. Violer, vous allez me dire, oui c'est vrai. Il n'a pas arrêté de violer sa propre constitution. Mais citez-moi, quel est le président, même le président Lissouba, qui était aux affaires. Est-ce que le président Lissouba a-t-il respecté sa propre constitution? Alors, je vais vous répondre. Est-ce qu'il n'y a jamais eu des arrestations arbitraires à l'époque du président Lissouba? Vous nous interpellez à ce niveau-là. Alors, moi, je vais vous retourner la question. À quel moment et à quel niveau le président Lissouba a violé sa constitution? Dites-moi. Il a été balayé le 5 juin, alors qu'il n'avait même pas terminé son mandat. Il n'a pas terminé son mandat. Que la guerre est arrivée le 5 juin. Dites-moi, à quel moment a-t-il violé la constitution? Il n'y a jamais eu des arrestations arbitraires? Mais dites-le moi. Il n'y a jamais eu. On ne va pas rentrer dans là, vous êtes en train de dériver. On ne va pas rentrer. Voilà. Là, vous dérivez, monsieur. Il ne s'agit pas de ça. Là, vous êtes en train de dériver. Je ne voudrais même pas dériver. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Lissouba, c'est du passé. Aujourd'hui, on est censé parler d'avenir. Voilà. Et en plus, je ne veux pas dire que parce que M. Lissouba a violé sa constitution, ou aurait violé sa constitution, cela donne le droit à celui qui vient de violer aussi la constitution. Enfin, faut-il que vous le prouvez? Non, encore faut-il le prouver. Il faut que vous nous le prouviez. Avançons. Revenons donc, vous nous avez dit tout à l'heure que du côté de Diatta, on a retenu le respect de l'ordre constitutionnel, donc M. Sassou, le 12 août à 14h30, qu'il parte. Donc, et sur la gouvernance. 31. Oui, voilà. Et sur la gouvernance électorale, qu'est-ce qu'on dit du côté de Diatta? On fait quoi? On reprend, puisque à Sibiti, on a pensé qu'il fallait reprendre le recensement sur la base du recensement spécial. Est-ce qu'à Diatta aussi, on a pensé qu'il fallait repartir sur la même base? Vous savez, monsieur le journaliste Sirma Kosso, je vous aime bien parce que vous avez des questions pertinentes. Je veux me répéter. Je vous ai dit ceci. S'il ne nous était pas donné un homme qui s'entêtait, oui, il n'y aurait ni le dialogue de Sibiti, ni le dialogue de Diatta. Voyez-vous? Alors, donc là, que monsieur Sassou Nguesso revienne à la raison. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va considérer comme conclusion. Semble-t-il. Puisqu'il est prévu qu'on lui remette aussi les conclusions. Et encore, il est très gentil, monsieur Sassou Nguesso. Il a dit, vous nous remettez. C'est pas comme ça, c'est pas dans ces termes-là. Les conclusions, c'est moi qui dois les. Vous voyez? Mais c'est la seule institution qui fonctionne. Tout est ramené à lui. Tout est ramené à lui. Encore une fois, c'est pas écrit. Mais Madame Koumba, est-ce qu'on ne dirait pas que la question, en fait, pour moi, est-ce que c'est pas qui s'entête? Est-ce que c'est Sassou Nguesso qui s'entête? Ou le parti de la mouvance présidentielle qui s'entête à vouloir laisser le président de la République à briguer un troisième mandat. Très bien. Pourquoi? Parce que, je répète encore, donc comme nous sommes dans la répétition. On est dans la répétition, moi aussi je vais répéter tout à l'heure. On est toujours dans la répétition. La répétition est la mère des sciences. Au moment où nous discutons, Denis Sassou Nguesso n'a pas dit que lui voudra un troisième mandat. Par ailleurs, et je le dis, et c'est légitime,
que les partisans de Denis Sassou Nguesso puissent le susciter en faisant semblant d'ignorer la loi, c'est une chose. C'est une probabilité et peut-être aussi une possibilité que peut s'acquérir un parti politique dans la mesure où ils n'ont pas préparé, ils sont libres et ils n'ont pas préparé peut-être un successeur à Denis Sassou Nguesso. Est-ce que de l'autre côté, et là où moi je vous rejoindrai, c'est de dire la première partie, c'est-à-dire sur la gouvernance électorale, puisque CBT aussi a reconnu qu'il y a des limites, et de la même façon que Diatta a dû reconnaître aussi les limites, dans la mesure où il invite à la mise en place d'un fichier, de revenir sur cette gouvernance électorale. Sur ce point-là, donc, si les deux partis sont d'accord, donc ça veut dire que aussi bien l'opposition congolaise et la mouvance présidentielle, pour une fois, on est d'accord sur un seul point, donc sur le premier titre, serait-il pas urgent aujourd'hui d'initier et donc d'exiger au président de la République de lever en fait la mainmise sur ce fichier électoral et que le Congolais, avant l'élection, et c'est possible de faire un recensement en 3 mois, de faire un nouveau recensement et qu'on aille, puisque lui il est élu, il est conscient qu'il peut gagner, parce que j'ai entendu une personne de la mouvance présidentielle dire qu'avec Sassou ou sans Sassou, le PCT gagnera les élections. Alors, révisons à cet effet le fichier électoral et puis allons consulter le peuple. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que c'est ce que Diatta a dit. Donc Diatta n'a rien fait d'autre que cela. Voilà, vous l'avez peut-être mieux dit, donc peut-être que comme on répète, les autres vont comprendre parce que vous l'avez dit. Mais l'autre chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur la gouvernance électorale. C'est que depuis que monsieur Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, à chaque élection, il y a des problèmes sur la gouvernance électorale. Chaque élection, on parle de fichiers truqués. Donc ça serait bien aujourd'hui qu'on demande à d'autres personnes de nous aider. Des membres de la communauté internationale qui viennent nous aider parce que depuis 14 ans, on a montré qu'on était incapable ou peut-être qu'on n'avait pas la volonté de pouvoir faire un recensement crédible. Il y a des organismes internationaux qui sont compétents pour ça. Donc demandons-leur de nous aider en ce sens parce qu'on n'y arrive pas. Législative, personne n'est content. Présidentielle, personne n'est content. Tous les fichiers qui ont été depuis que Sassou est revenu, ils ne sont pas bons. D'ailleurs, je me demande comment M. Ngolo peut se permettre de dire de telles choses avec des fichiers pipés. Donc, c'est ça le vrai débat en fait. Le vrai débat, c'est la gouvernance électorale et le respect de la Constitution. Et le respect de la Constitution, la personne encore qui devrait nous le dire, c'est le président Denis Sassou Nguesso, parce qu'il a juré sur cette Constitution. Moi, je n'ai jamais juré dessus. Lui, il a juré plusieurs fois de la faire respecter. Et quand il était dans l'opposition, il se battait pour que le président en place la respecte. Donc, je le redis, ce monsieur-là, c'est celui qui est le plus apte aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'a pas dit qu'il n'allait pas le faire. La seule chose qui fait qu'il y ait des suspicions, c'est que depuis un certain temps, il y a des sages qui vont le voir, il y a plein de gens qui vont le voir pour lui demander, et il les reçoit. Le président Boni Yayi a mis fin à toute spéculation en disant « Je ne serai plus jamais candidat, même pas maire dans mon village ». Il a dit « Il n'y aura plus jamais mon nom dans un ticket électoral ». Voilà. Le président Denis Sassou Nguesso peut faire la même chose et là, le débat, il sera fini, il avancera. Très bien, un débat qui sera fini, un débat qui avancera. Nous aussi, nous allons avancer. Finalement, aujourd'hui, on a 2 conclusions. Je comprends très bien la thèse qui est la vôtre, Gertrude Manalukumba, que finalement, le président de la République, il n'a qu'à rejeter les conclusions de CBT, qu'il prenne en compte les conclusions de Diatta, pour que les choses avancent. Si vous voulez bien que je caricature votre pensée, et je comprends aussi de l'autre côté, on va soit se dire finalement, la réalité est telle qu'il y a 2 conclusions. Alors, s'il y a une personne qui va décider, si le président de la République, qu'on le veuille ou non, c'est la seule institution, on l'avait dit tout à l'heure, qui fonctionne. Est-ce qu'il devrait prendre des éléments, alors on va peut-être faire une solution, entre guillemets, des centristes, prendre un peu des CBT, un peu de Diatta et finalement concocter quelque chose d'hybride pour qu'on sorte de la crise, ou bien chacun reste dans sa position et on va droit dans le mur. La seule position, c'est la Constitution, c'est la loi. La seule position, c'est la loi. Ça a été dit, redit, redit et Sassou a juré sur ça. C'est la seule position qui vaille, la loi.
Donc nous allons maintenant, mesdames, messieurs, passer à notre deuxième sujet, la préoccupation qui anime Madame Mounari et Monsieur Kolela, qui aujourd'hui se retrouvent en situation de frondeur par rapport à la majorité présidentielle.